Bienvenue à tous. Vous nous emmenez au Suriname tout d'abord pour ouvrir ce journal, Florian, où la crise sanitaire dégrade l'économie du Suriname. Et depuis le 14 mars, le gouvernement de Paramaribo a choisi de fermer la frontière pour éviter toute propagation du Covid sur son territoire. Eh bien aujourd'hui, les conséquences de cette situation sont importantes au niveau économique. Le pays connaît une inflation, une grosse inflation, un dollar surinamais qui revient maintenant à 0,058 euros. Voilà, un dollar surinamais, 0,058 euros. Voilà, un change donc assez défavorable et c'est un vrai problème pour les chefs d'entreprise comme Monique Nouchaya Soukdiou-Singh qui travaille donc au Suriname. Ce qui rend la situation économique au Suriname particulièrement difficile est la très grave dévaluation de la monnaie du Suriname, à la fois formellement de 7,52 SRD pour $1 américain à 14,29 SRD pour $1 américain et officieusement environ 17 SRD pour $1 américain. Alors c'est la deuxième dévaluation d'une telle ampleur en 4 ans. En 2016 et 2017, nous sommes passés de 3,35 SRD pour $1 à 7,52 SRD pour $1 US. Ça veut donc dire que la marchandise vaut 2 fois moins de la marchandise pour se nourrir tous les jours, mais aussi dans les affaires, et c'est une situation très grave pour tout le monde. La pandémie du Covid est un poids supplémentaire sur une société surinamaise déjà très accablée. Le SRD, le dollar du Suriname, qui a donc perdu beaucoup de sa valeur à cause de la crise économique, elle-même due en partie à la crise sanitaire. C'était Edmé Doudi. Par ailleurs, une délégation surinamaise a rencontré la semaine dernière la maire de Saint-Laurent, Sophie Charles, ainsi que l'ambassadeur de France au Suriname, Antoine Joly, pour se coordonner sur une question épineuse, celle des enfants nés en France mais de mère surinamaise. 1500 naissances répertoriées chaque année, avec parfois des problèmes dans la déclaration correcte de ces naissances. Il faut noter d'ailleurs que la ville de Saint-Laurent dispose de 2 personnes en charge de l'état civil, rien que pour ces enfants qui naissent de mère surinamaise côté français. Nous aurons l'occasion bien évidemment d'approfondir et de comprendre un peu de quelle manière est géré ce problème avec l'état civil, mais pas que, les autorités aussi du Suriname. Ce sera l'occasion de découvrir et d'en parler dans un supplément à venir dans Pays Matin. Mais pour l'instant, nous nous rendons à Maripasoula où des surveillants craignent pour le maintien de leur emploi. Des surveillants recrutés à l'époque où l'internat du collège Grand Mandifou était géré par des religieuses. Mais lorsqu'il est devenu public en 2012, eh bien, l'académie leur avait proposé des contrats d'AED, c'est-à-dire des assistants d'éducation pour une durée de 6 ans. Mais aujourd'hui, toujours rien. Et donc ces surveillants sont soutenus par plusieurs syndicats, deux surveillants qui ne savent plus trop sur quel pied danser. Dany Mizrahi est professeur au collège Grand Mandifou. Il est représentant Sud Éducation et il déplore ces promesses non tenues. Légalement, les contrats d'AED, c'est des contrats limités dans le temps. Au bout de 6 renouvellements, c'est fini. Et dans la discussion qu'il y a eu le rectorat en 2015, il y a un papier qui leur a été donné, qui a été signé, sur lesquels le rectorat leur permettrait de les accompagner vers une validation de la vie. D'autres promesses avaient été faites, comme un complément de pouvoir d'achat de 10 heures par mois, une sécurisation du parcours, etc., etc. Et aucune de ces promesses non plus n'a été tenue. Les personnels, chaque année, ils ont essayé de contacter le rectorat pour savoir qu'est-ce qu'il en était de la validation d'acquis, qu'est-ce que deviendrait leur contrat. Il n'y a pas eu de réponse. Et actuellement, la fin du contrat, la fin des 6 renouvellements arrive. Et en septembre 2021, ces personnels qui travaillent pour certains depuis plusieurs dizaines d'années, quand même à l'internat, ne savent pas ce qu'elles vont devenir. Dany Mizrahi, professeur au collège Grand Mandifou. Et puis un homme a été retrouvé mort chez lui à Saint-Laurent hier matin. Il s'agit d'un homme de 67 ans tué avec une arme à feu. Une enquête a donc été ouverte pour meurtre. On parle aussi de ce rapport de la Cour des comptes qui s'est penché sur l'enseignement scolaire en Outre-mer. Et ce qu'il en ressort de ce rapport, eh bien, c'est que l'enseignement coûte trop cher à l'État. Les sages de la rue Cambon pointent des coûts excessifs dus notamment aux salaires trop élevés chez les enseignants, écrit-il. La Cour souligne aussi les résultats décevants au regard du faible niveau général des élèves dans les 5 académies ultramarines, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte. Tous les détails sur ce rapport tout à l'heure à 8h.
Il est 7h09, Florian, et ce matin, vous nous conseillez de retenir un nom qui pourrait certainement devenir l'un des plus grands parmi les nageurs guyanais. Vous connaissiez déjà parmi les nageurs guyanais Mehdi Metela et Malia Metela, évidemment. Oui. Eh bien, il faudra désormais compter avec Analia Pigré, 19 ans. Vendredi, la Guyanaise a décroché l'or aux 50 mètres d'eau en 28 secondes et 32 centièmes au championnat de France de natation à Saint-Raphaël. C'est même la 4e performance française de tous les temps dans cette catégorie. Reporté à cause du Covid, ce championnat devait se dérouler en avril et cette pause durant le confinement lui a donc été bénéfique, explique Analia Pigré. C'est très dur, comment dire, c'est des entraînements par jour, des entraînements intenses, c'est 2h30, parfois 3h. Et je remercie mon coach, les parents qui ont fait ce sacrifice de me laisser partir et tous mes encadrants, quoi. Pour moi, ça a été très bénéfique le confinement parce que j'ai pu me perfectionner sur autre chose que dans l'eau, au niveau physique, au niveau de la PPG, etc. Pour moi, c'est très bénéfique. Ça se voit aujourd'hui, quoi. Après, le travail il est pas fini. Il y a encore les France 1-20 et j'ai une qualification pour les universiades à faire. Donc, on va travailler, quoi. Bon, j'aimerais bien participer à Paris, pourquoi pas. Tokyo, c'est encore un peu proche quand même. Il faut quand même encore du travail. Si pour Paris, je peux être là, je serai là. Voilà, Analia Pigré en or sur le 50 mètres d'eau. Au 50 mètres papillon, elle termine 3e avec 27 secondes et 17 centièmes. Autre performance guyanaise à souligner, celle de Mehdi Metela qui a donc replongé dans les bassins un an après son opération de l'épaule et a décroché la 2e place sur le 100 mètres papillon avec 52 secondes et 81 centièmes. Un chrono néanmoins qui est loin des minima qui peuvent lui permettre de se placer pour les JO de Tokyo. C'est quand même pas mal pour Mehdi Metela qui se retrouve, vous l'imaginez, 2e sur le podium après une absence d'1 an et c'était sa première compétition officielle. On reste dans le sport puisque le week-end a été également très sportif en Guyane. Oui, avec du basket et du hand. Vous avez pu entendre Alain vous détailler tout ça tout à l'heure. En basket, le Cosma s'est imposé face à Sinnamary et il file donc vers les demi-finales de la Coupe de la CTG. Et en hand, le Geldar et le RHK ont conforté leur place de leader ce week-end en 3e journée pour les féminines. Écoutez par exemple Sandra Charles, joueuse du RHK. Charles Alexandra, gagné ce soir face au Cosma, mais c'est vrai que ça a été une rencontre ardemment disputée. On avait un objectif ce soir, c'était de battre le Cosma. Du coup, devant Lara, on avait un petit problème en défense. Du coup, ce soir, on s'est dit qu'on allait tout donner, qu'on allait défendre à fond et c'est ce qu'on a fait. Je pense que le match il s'est joué en défense, on était très agressifs. Je pense que du coup on a eu beaucoup de 2 minutes mais ça a quand même payé. Et voilà, du coup on va travailler encore et encore et on espère rencontrer les autres équipes et on peut dire qu'on est prêt pour les autres. Vous confortez votre première place de leader. C'est ça. On espère qu'on va maintenir la place de leader durant tout le championnat. Pour l'instant, on a gagné les trois équipes devant qui on a joué et on espère que ça va continuer. De toute façon, on va travailler pour et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Une interview sur le vif de Sandra Charles du RHK. Alexandra, il a appelé Sandra Alain Paulmin. Alexandra Charles. Alexandra Charles, oui. Pardon, du RHK par Alain Paulmin. Qu'on retrouvera demain 6h40 sur Radio Pays. Alors il y avait du sport ce week-end, mais il y avait également le début de certains marchés de Noël. Et on fait un petit tour d'horizon de ces marchés ce matin. Des marchés de Noël, il y en avait effectivement à Cayenne, à Papaïcheton, à Macouria, à Irakubo. Et bien ce week-end c'était le moment idéal pour dénicher des cadeaux artisanaux, 100% Guyane, et préparer aussi son repas de Noël, commencer à y songer du moins. Oui. Arnaud Beharry-Lalsirder a comparé 2 marchés de Noël, celui du village Norino à Macouria et celui de la ville de Cayenne. Reportage. Au village amérindien Palicourt Norino, une vingtaine d'exposants proposent aux visiteurs des produits de l'artisanat amérindien. Denise fait partie des 150 habitants du village. On a des calebasses, des bois cathédrales et des boucles d'oreilles qui est fait à base des graines, des bracelets, des colliers. On a beaucoup d'idées cadeaux en fait pour les étrangers, des touristes, même ici en Guyane aussi. Durant cette journée, le village Norino a accueilli près d'une centaine de visiteurs et parmi eux, Aurine, qui a trouvé quelques cadeaux qu'elle ramènera chez sa famille dans l'Hexagone. Moi j'ai pu acheter des jolies boucles d'oreilles, donc j'étais déjà venue, on habite vraiment juste à côté. Et oui, c'est très bien, c'est pour faire des petits cadeaux et ramener tout ça à la famille. C'est en tout cas un succès pour une première édition. Malgré la situation sanitaire, la magie de Noël doit continuer à exister pour Jenny Labonté, organisatrice du marché de Noël au village Norino. Noël c'est vraiment quelque chose de merveilleux, donc malgré le Covid, on essaie vraiment de faire en sorte que la vie en fait doit continuer.
Et puis du côté de Cayenne, les 30 exposants sont venus présenter de l'art imbé, des liqueurs aux parfums variés, des épices et autres objets de décoration, comme Nicole Vaiti de Vanille Déco qui propose des bouteilles personnalisées. Elle a pu tirer parti de son temps libre durant l'épidémie. Vous savez, c'est à cause de la Covid. Je suis Vanille Croisière d'abord, donc avec, je dirais que l'activité est un petit peu ralentie. Donc j'ai eu l'idée de faire autre chose. Et vu que j'aime bien travailler mes mains, je dirais j'aime tout ce qui est déco. Donc voilà, je me suis lancée dedans. Alors pour préserver la magie de Noël, la ville de Cayenne a proposé un 3 en 1. Un marché de Noël avec les exposants, un vide-grenier et un Noël solidaire. Roméo Letter, responsable du service culturel. Les stands étaient gratuits, donc ce qu'on demandait c'était juste que les exposants emmènent un cadeau. Et franchement, ils ont vraiment bien joué le jeu. Il y a même des exposants qui ont emmené 2 cadeaux. Un cadeau pour filles, un cadeau pour garçons, pour les enfants des quartiers défavorisés. Avec cette ambiance, l'esprit de Noël était bien là. L'événement s'est clôturé avec un chanté Noël traditionnel animé par le groupe Chirebon. À J-10 du réveillon, le décompte est lancé pour les préparatifs. Cayenne, Norino, 2 salles, 2 ambiances. Reportage d'Arnaud Béard et deux très belles ambiances. On termine comme d'habitude avec les Antilles, plébiscitées par les vacanciers. Les réservations pour les fêtes de fin d'année en Martinique et en Guadeloupe explosent littéralement. Le taux de remplissage atteint 80% par rapport à celui de décembre 2019. C'est vraiment pas mal. Plusieurs hôtels des 2 départements sont déjà pleins, Kylian.